En 2023, vous avez donné 150 000 € au Canard enchaîné. Et vous avez donné 750 000 € à Charlie Hebdo. Vous avez donné 12 millions d'euros au groupe Bayard qui publie le quotidien La Croix. Vous avez donné 5 millions d'euros aux communistes de l'Humanité, 5 millions et demi d'euros à l'ultra-gauche Télérama et 6 300 000 € à Libération. Avec l'argent de vos impôts, l'État et Macron savent se montrer grand prince et aider les amis. Avec votre argent, on maintient la presse de grand chemin en soins palliatifs. Alors, pour endiguer la propagande, le mensonge, la désinformation, ce fric de dingue, il n'y a qu'une seule solution, remplacer le vieux monde médiatique par une vraie presse alternative, par TVL. Notre aide, c'est vous et vous seul. Alors, n'attendez pas, faites un don à TV Liberté. Ensemble, remplaçons ce vieux monde médiatique. La liberté à tout prix. Mercredi, retrouvez-moi dans Bistro Liberté, le grand débat libre et non conformiste. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Le monde multipolaire a déjà commencé et dans certaines régions, beaucoup plus qu'ailleurs. Nous nous dirigeons ce soir vers une région du monde méconnue en France, vers l'océan Indien, où pourtant la France est encore présente, à Djibouti, La Réunion, Mayotte. Mais cette région reflète aussi le basculement du monde en cours. Nous l'avons redécouverte quand les Houthis ont menacé le passage des navires dans le canal de Suez il y a 6 mois. Nous avons compris que la santé commerciale de l'Occident se jouait aussi là-bas. Mais cette porte vers l'Extrême-Orient recèle encore bien des secrets. Et pour en parler ce soir, nous recevons Hervé Juvin, ancien député européen, entrepreneur, essayiste avisé et fondateur du mouvement Les Localistes. Hervé Juvin, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle d'ailleurs que vous avez publié en 2010 l'essai Le renversement du monde, qui annonçait bien des choses. Vous connaissez bien cette région, cet océan Indien. Vous travaillez avec l'Inde et l'Extrême-Orient que vous avez vu changer à vitesse grand V depuis des décennies, Hervé Juvin. Alors, pour une fois, je ne vais pas commencer par l'actualité, je vais commencer par le temps long. Cet océan a disparu de la pensée géopolitique mondiale. Il était pourtant un carrefour commercial florissant. Pourquoi le redevient-il ? L'océan Indien, en effet, c'était un trait d'union. L'océan Indien séparait beaucoup moins le monde indien, les côtes de l'Afrique de l'Est et tout ce monde qu'on appelle aujourd'hui la péninsule arabique, qu'il ne les réunissait. Le monde de l'océan Indien, avant la conquête portugaise, c'était un monde sillonné en tous sens par les boutres et par les dos, ces gros bateaux en bois qui peuvent avoir des cargaisons de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes, et qui sillonnaient en tous sens l'océan Indien, assurant le contrôle de l'océan par les points de commerce musulmans. Le monde, après la formidable conquête arabe qui a suivi l'hégire, le monde de l'océan Indien était un monde dominé par les comptoirs musulmans et par le commerce transocéanique, commerce des épices, commerce des bois précieux, commerce des peaux d'animaux, commerce aussi, il faut bien le dire, des esclaves, un commerce extraordinairement florissant, puisque sur les rives de l'océan Indien, on avait des comptoirs qui faisaient partie des zones commerciales les plus actives du monde de l'époque. Tout cela a été détruit après la conquête portugaise. Conquête d'une extrême violence, Albuquerque, Almeida, etc. ont massacré par milliers, par dizaines de milliers les commerçants musulmans et arabes, ont liquidé une grande partie de la flotte et du commerce, et peu à peu l'océan Indien est devenu une zone qui est sortie de la conscience commerciale et qui est sortie des grandes routes commerciales du monde. Bien à tort.
À travers l'océan Indien, c'est à peu près 2/3 des tankers de pétrole qui circulent. Tout simplement parce que l'Iran est un grand producteur, parce que les Émirats, parce que les zones de la péninsule arabique sont des grands producteurs, et parce que le canal de Suez reste l'un des corridors mondiaux, l'un des 3 corridors mondiaux les plus fréquentés. Mais l'océan Indien, et nous allons certainement y revenir, ce sont aussi des promesses que l'on mesure peu pour la prochaine décennie, promesses en termes de population, promesses en termes de ressources naturelles et promesses tout simplement en termes d'envie de mieux vivre et envie de compter, de prendre sa place sur la scène du monde. Au centre de cet océan, il y a bien entendu l'Inde. Elle est au centre géographiquement, mais est-elle aussi centrale géoéconomiquement? L'est-elle d'ailleurs plus que la Chine? Alors l'Inde est peu connue dans les radars français. L'image du sous-développement, l'image de la misère, l'image d'une démographie galopante, avec ces enfants qui courent en haillons dans les rues, avec des gens qui arrivent à peine à se lever tellement ils sont mal nourris. Ça n'a plus rien à voir avec l'Inde que je connais, que je fréquente chaque année. Ça n'a plus rien à voir avec une Inde qui depuis longtemps, et en particulier depuis que Narendra Modi est devenu Premier ministre, connaît une croissance de 6 à 8% par an. C'est le plus grand pays du monde. Il a dépassé la Chine voici 2 ans en termes de population. Et c'est aussi l'une des économies au monde qui continue à croître la plus vite. Ce qui fait que l'Inde a dépassé la Grande-Bretagne en termes de produit intérieur brut. Et ce qui fait que l'Inde, dans quelques années, va tout simplement prendre place parmi les 3 premières puissances mondiales. Mais arrêtons-nous un moment sur ce chiffre trop peu connu. Nous savons qu'en dépit des rodomontades de nos dirigeants français bien mal inspirés en l'occurrence, la Russie est devenue la 5e économie mondiale, avec des niveaux de croissance de 3 à 4% qui auraient de quoi faire rêver n'importe quelle économie européenne. Nous savons que l'Inde, dans une grande discrétion, est en train de prendre place parmi les 3 premières économies mondiales, et nous oublions à peu près totalement qu'une puissance extraordinairement timide et discrète va probablement faire son apparition parmi les 4 ou 5 premières puissances mondiales, c'est l'Indonésie. Vous avez évoqué mon livre « Le renversement du monde ». Le renversement du monde, il a lieu. Il est là, sous nos yeux, en train de se dérouler, avec ce phénomène totalement imprévu que la démographie est en train de se remettre en accord avec la puissance. Les 4 pays les plus peuplés du monde dans les 10 prochaines années seront l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Indonésie, eh bien ces 4 pays seront probablement également les 4 premières puissances économiques mondiales. C'en est fini de la malédiction démographique qui fait que les pays les plus peuplés du monde étaient les plus misérables, ne parvenaient pas à nourrir leur population, ne parvenaient pas à mettre leur population à travail et à progresser. Les 4 pays les plus peuplés du monde vont être également les 4 premières puissances mondiales. Nous voyons là le rôle absolument déterminant de la démographie dans la carte des puissances à venir. Mais nous voyons également, avec un peu d'effroi, à quel point nos nations européennes et l'Europe elle-même va disparaître de la carte du monde. La plus grande aberration, et je n'en dirai rien de plus, est que 2 pays qui sont en naufrage démographique consacrent aujourd'hui tous leurs moyens et des moyens inouïs à tuer près d'1 million de leurs jeunes, courageux et brillants jeunes gens. Je parle évidemment de la Russie et de l'Ukraine. Nous sommes probablement face à un des conflits les plus stupides de l'histoire, un conflit qui aurait pu être évité simplement si les accords de Minsk avaient été respectés, parce que ces 2 pays, je le répète, en naufrage démographique, sont en train de laisser tuer et mutiler et blesser par centaines de milliers leurs jeunes hommes sur un champ de bataille qui n'aurait jamais dû exister. Le naufrage démographique de l'Europe, c'est aussi l'inconsistance dramatique de la vision géopolitique et de la vision stratégique de leurs dirigeants. Ça n'est pas le cas, et nous allons y revenir probablement, des nations de l'océan Indien qui sentent bien que quelque chose est en train de se passer, qui sont en train d'intensifier leurs relations commerciales, qui sont en train de prendre conscience qu'elles forment une région qui doit se préoccuper de passer des accords, d'organiser des institutions régionales, etc., etc. Et c'est un phénomène d'émergence considérable pour la décennie 2030, parce que, selon moi, l'océan Indien pourrait bien devenir la première région géopolitique des années 2030.
Une nouvelle région géopolitique, mais alors corrigez-moi si je me trompe, le monde multipolaire que vous décrivez, qui se dessine, n'est pas non plus totalement une promesse de paix perpétuelle, des tensions le traversent. Alors je vous propose, Hervé Juvin, de revenir sur le dernier épisode des tensions sino-indiennes. Le 31 octobre, des soldats chinois et indiens ont échangé des bonbons dans l'Himalaya à l'occasion de la fête hindoue de Diwali, mettant fin à des tensions longues de 4 ans. Le 21 octobre, l'Inde avait annoncé la résolution du différend territorial à la veille de la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi, au sommet des BRICS à Kazan, en Russie. En juin 2020, au moins 20 soldats indiens et un nombre indéterminé de Chinois avaient péri lors de combats. L'Inde a dénoncé une militarisation de l'Himalaya et la Chine est accusée d'avoir progressivement colonisé 1000 km² de territoire indien. La Chine et l'Inde partagent 3500 km de frontières disputées dans sa quasi-intégralité. Vous avez évoqué il y a quelques instants, Hervé Juvin, les BRICS. L'Inde et la Chine font partie des BRICS. Cette organisation est-elle, selon vous, un facteur d'équilibre et de pacification ou au contraire d'exacerbation des tensions et des concurrences vis-à-vis, par exemple, des organisations plus occidentales? Les BRICS, c'est d'abord une organisation de coopération économique et c'est aussi une organisation qui réunit des pays qui ne supportent plus l'arrogance occidentale, qui ne supportent plus les institutions internationales telles qu'elles ont été conçues dans l'immédiate seconde après-guerre mondiale, notamment l'organisation de l'ONU et le Conseil de sécurité, dont ils trouvent qu'ils accordent un privilège et un poids absolument injustifié aux anciennes nations dominantes. Tout simplement, les BRICS veulent prendre le monde tel qu'il est, prendre compte des réalités démographiques, des réalités économiques, des réalités de puissance et en quelque sorte redessiner la carte des institutions mondiales. Ce qui m'apparaît fondamental, c'est que la majorité des pays ne sont absolument pas des pays qui cherchent à affirmer une puissance militaire agressive à l'égard de leurs voisins ou même à l'égard de l'Occident. Il était très clair dans les entretiens de Kazan, il était très clair lors d'un entretien et d'un forum sur la sécurité eurasiatique qui s'est tenu à Minsk la semaine dernière, que toutes ces puissances, la Chine et l'Inde en tête, mais aussi la Russie, souhaitent revenir dans un monde d'échanges équilibrés, souhaitent revenir dans un monde de rapports d'égalité et pas de rapports de domination par une hyperpuissance qui fixerait l'agenda du monde. Ces puissances ne sont pas dans une attitude agressive par rapport au reste du monde. Et je suis extrêmement frappé sur l'extrême prudence et l'extrême modération des affirmations sur le projet des BRICS, de système alternatif de paiement, de banque des BRICS. Les interlocuteurs, notamment chinois, ont pris grand soin de dire que ça n'était en aucun cas une tentative de dédolarialisation du monde, qu'en aucun cas ça n'était quelque chose d'agressif à l'égard du système financier anglo-américain tel qu'il fonctionne aujourd'hui, simplement qu'il était légitime d'offrir des alternatives et simplement qu'il était bon pour le commerce mondial, qu'il était bon pour le développement de l'économie et de la croissance mondiale, qu'il y ait plusieurs systèmes plutôt qu'un seul. J'ai été très frappé personnellement par la modération des affirmations de différentes puissances, notamment celles de l'Asie centrale, qui ont toujours dit qu'en aucun cas ils ne cherchaient à concurrencer ou à abattre un système, qu'ils cherchaient simplement à élaborer des alternatives, des portes de sortie ou des solutions concurrentielles. Ça me paraît tout à fait important pour répondre à votre question. Les BRICS essayent tout simplement d'en finir avec une westernisation qui s'est confondue avec la première globalisation. Ils essayent probablement d'en arriver à une véritable globalisation qui signifie respect de la souveraineté des États, qui signifie non-ingérence, qui signifie plus de révolution de couleur, plus de tentatives de régime change, éventuellement en truquant les élections, éventuellement en payant les électeurs, tout simplement retour à la souveraineté, retour au principe d'égalité entre les nations, et le monde ira mieux. C'est en tout cas la grande affirmation des BRICS, c'est une affirmation pacifique. Une affirmation pacifique, alors vous semblez croire donc à une pacification plus particulièrement entre New Delhi et Pékin. Cette pacification, elle a déjà commencé. Elle a commencé avec un communiqué du ministre des Affaires étrangères indien, M. Jaishankar, témoignant il y a un mois, à l'époque, 75% des différents frontaliers entre la Chine et l'Inde, différents frontaliers qui sont à la fois à la frontière
tout à fait ouest, au nord Pakistan, et évidemment à la frontière de l'Himalaya à l'est, entre l'extrême nord de l'Inde et l'extrême sud de la Chine. Ça fait 3500 km. Se communiquer à 5-6 000 km de latitude, dans des conditions climatiques absolument incroyables. Ce communiqué disait que 75% des démêlés de frontières avaient été réglés. Probablement est-ce que lors du sommet de Kazan, des avancées ont été réalisées qui font qu'un accord serait en train de se dessiner pour que les deux armées laissent une zone de respiration qu'ils ne mettent pas directement face à face, mais de manière beaucoup plus importante pour que la voie s'ouvre à une coopération économique. On ne peut en effet qu'être frappé par deux choses. On ne peut en effet qu'être frappé par la vieille doctrine du diviser pour régner, qui fait que probablement les États-Unis d'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, selon la grande tradition des colons britanniques, ont tout fait pour envenimer les choses sur ces deux frontières et ces deux voisinages stratégiques compliqués. Mais l'autre réalité, et là je suis dans une économie de bazar, mais qui parle aux consciences chinoises et indiennes, la Chine, à certains égards, est une surcapacité industrielle. Elle a les moyens de produire davantage avec un formidable outil industriel qu'elle a constitué depuis les 40 dernières années. Et l'Inde, confrontée à cet appétit de développement et à cette croissance de 7 à 8%, a un besoin d'infrastructures, un besoin de machines, un besoin d'outils dans tous les sens, qui ne trouve pas totalement sa réponse avec l'industrie indienne telle qu'elle est. Surcapacité d'un côté, sous-capacité de l'autre. On voit bien que pourrait être l'échange gagnant-gagnant, et le win-win, c'est probablement ce qui fait l'objet de cette accalmie et peut-être de ces accords de paix durables entre la Chine et l'Inde. Simplement, si ces deux pays les plus peuplés du monde se mettaient à coopérer de manière amicale et de manière positive, tout simplement la face du monde en serait changée. Parce que nous voyons bien que le fameux déplacement vers l'Est de la puissance serait acté. Nous voyons bien qu'entre la Chine et l'Inde se dessinerait le territoire de tous les possibles pour les décennies à venir. Et nous voyons bien que l'île du monde que sont les États-Unis, comme ce petit cap eurasiatique tout à l'ouest qu'est l'Union européenne, se trouverait singulièrement marginalisé. L'Europe, les États-Unis marginalisés. Vous avez déjà évoqué les intérêts anglo-saxons de Washington dans la région et dans cette résolution d'un conflit potentiel d'une inimitié entre l'Inde et la Chine. Les États-Unis peuvent-ils encore semer le trouble dans la région, selon vous? Je rappelle d'ailleurs que la marine américaine est présente dans l'océan Indien. Alors les États-Unis sèment le trouble d'abord à travers la propagande massive en fait d'un concept géopolitique qui est le leur, qui n'intéresse qu'eux-mêmes, qui est le concept de l'Indo-Pacifique et qui malheureusement est très largement repris dans l'Union européenne. Il s'agit simplement de calquer une vision du monde sur le dispositif militaire et naval américain qui tente à ne pas considérer que le monde de l'océan Indien est un monde et un espace géopolitique différent du monde pacifique, ce qui est à certains égards une absurdité. Il y a un monde pacifique, c'est l'autre côté du corridor formé par la Malaisie, l'Indonésie, l'Australie. De l'autre côté, à l'est, on est dans le monde pacifique. De l'autre côté, à l'ouest, on est dans le monde de l'océan Indien. Les États-Unis, et probablement le projet d'extension de l'OTAN au monde de l'Indo-Pacifique, veulent méconnaître cette réalité. Le deuxième point, c'est que, évidemment, les États-Unis sont loin, mais évidemment, les États-Unis disposent de bases militaires et de bases navales extraordinairement importantes, et je le dirais comme cela, extraordinairement agressives, au vu même des côtes chinoises. Que se passerait-il si l'on avait des bases militaires chinoises ou russes dans les Caraïbes, au nord de l'Amérique latine, et pourquoi pas dans les îles Pacifiques? On imagine la réaction immédiate des États-Unis. C'est pourtant ce qui se passe dans la mer du Japon, c'est pourtant ce qui se passe tout au long des côtes chinoises, c'est aussi ce qui se passe dans l'océan Indien. On a une sorte d'étau de base militaire américaine qui se referme sur cette zone. Alors je reviendrai volontiers sur l'océan Indien. L'océan Indien, il est loin de la globalisation telle que nous la connaissons. L'océan Indien est probablement en train de renouer avec les pratiques ancestrales que j'évoquais, celles du commerce arabo-musulman, sur 3 bases qui me paraissent déterminantes pour l'avenir. D'abord, l'une des zones les plus peuplées du monde. Si l'on ajoute les populations de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran, des côtes de l'Est africain, nous sommes devant une population de 2,5 milliards d'habitants, qui est la population la plus jeune,
et avec le taux de natalité l'un des plus élevés au monde. Ça veut dire qu'à un moment où la Chine est vieillissante, en raison de la politique de l'enfant unique probablement maintenue trop tardivement, au moment où donc la main-d'œuvre jeune et bien formée est en train de se déplacer, nous avons autour de l'océan Indien le premier capital humain, la première zone de travail jeune et bien formée au monde. Les Indian Institute of Technology faisant partie des meilleurs instituts de technologie au monde, qui forment chaque année plusieurs millions de jeunes techniciens et ingénieurs d'un excellent niveau. Ça explique le succès de Bangalore, ça explique le succès de l'Inde comme sous-traitance informatique. Et nous commençons à voir les mêmes phénomènes dans des pays comme le Kenya, qui maintenant forme bien ces jeunes générations et qui va probablement prendre sa place dans la révolution économique en cours. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment l'argent. Or, l'argent, il est très présent dans les pays du Golfe Persique, il est présent aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, etc. Dans des pays, et l'accord négocié à Pékin entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ennemis traditionnels qui sont passés au-dessus de la rivalité entre chiites et sunnites pour conclure un accord de paix et un accord de bon voisinage, ça traduit simplement le fait que ces pays sont en train de se tourner massivement vers leur espace naturel et leur espace historique, qui est l'océan Indien. Donc les capitaux sont là, et les capitaux peuvent jouer un rôle absolument majeur dans le développement de la zone. Le troisième point, et il est tout à fait aussi important, c'est naturellement les ressources naturelles. Inutile d'insister sur les ressources pétrolières et gazières de la péninsule arabique, Iran, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, etc. Mais il faut insister sur les ressources absolument considérables qui sont chaque année en train d'être découvertes sur la côte est de l'Afrique. Je rentre du Mozambique, où j'ai eu l'occasion de réaliser un film pour les localistes avec Christophe Boucher. Nous avons réalisé un film qui montre l'incroyable potentiel de développement du Mozambique, une population ultra jeune, l'âge moyen est de 18 ans, mais des ressources de gaz, de pétrole, des ressources de métaux rares, des ressources en hydroélectricité, des ressources d'un sous-sol absolument considérable, aujourd'hui en large partie inconnues ou très peu exploitées. On pourrait probablement dire la même chose de la Tanzanie, on pourrait peut-être dire la même chose de la grande île de Madagascar. En bref, les ressources naturelles sont surabondantes. Elles sont surabondantes et aujourd'hui très peu exploitées. Alors tout ça va donner naissance évidemment à des rapports géopolitiques complexes. L'Inde est présente tout au long de la côte de l'Est africain. L'Afrique du Sud est également extrêmement présente parce que c'est la grande puissance régionale. Et l'on assiste à l'émergence de nouvelles puissances. J'ai évoqué le Kenya, qui prend une place assez remarquable sur la scène mondiale. Et un autre tout petit pays qui est en train de devenir une puissance qui compte, parce que visiblement les États-Unis, certains pays de l'Union européenne, peut-être la France, sont en train de lui déléguer en quelque sorte la gestion des ressources et la gestion de l'accès aux ressources de l'Afrique de l'Est, c'est le Rwanda. Le Rwanda dont les troupes occupent la moitié nord du Mozambique, et le Rwanda qui fait en quelque sorte figure de sous-traitant obligé pour nombre de grandes sociétés occidentales, parce qu'il semble leur assurer une sécurité et un accès privilégié aux ressources naturelles de cette considérable bassin qu'est l'Afrique de l'Est. En résumé, les hommes y sont, les capitaux y sont, les ressources naturelles y sont. Voilà pourquoi il me semble que l'océan Indien deviendra l'une des premières régions géopolitiques à compter dans la nouvelle décennie des années 2030. Une région géopolitique centrale. Donc le grand jeu est palpable, avec la Russie aussi d'ailleurs, qui tire son épingle du jeu grâce au corridor commercial Nord-Sud, l'un des grands projets pharaoniques de Vladimir Poutine, qui doit relier Saint-Pétersbourg à l'océan Indien, mais aussi il faut compter sur l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui sont membres des BRICS, qui ont donc rejoint l'Inde et l'Iran et l'Afrique du Sud. J'évoque la Russie. La Russie a gagné une profondeur stratégique absolument stupéfiante. La situation peut-elle déraper à cause de cela, selon vous? On voit bien d'ailleurs le corridor nord-sud en bleu sur la carte sous nos yeux. N'oublions pas l'histoire. Je m'étais trouvé au Mozambique dans une mission de l'Union européenne dont la première préoccupation était de menacer de sanctions le président du Mozambique parce qu'il s'était rendu à une rencontre avec Vladimir Poutine. L'amnésie où l'ignorance historique des dirigeants européens est fabuleuse. Qui a aidé le Mozambique à gagner son indépendance? Qui a aidé le héros de l'indépendance, Samora Machel, à expulser les colons portugais? Qui a aidé l'Angola à gagner son indépendance? Qui a aidé nombre des pays africains non seulement à gagner leur indépendance,
mais à former leur élite d'ingénieurs, de médecins, d'administrateurs, sinon Moscou, sinon l'Union soviétique de l'époque, et sinon l'aide que l'Union soviétique a apportée au mouvement d'indépendance de l'époque, aidé notamment par les soldats cubains. Insulter les dirigeants africains parce qu'ils se rendent à Kazan, parce qu'ils se rendent à Valdai, parce qu'ils se rendent à Moscou, c'est tout simplement oublier que l'Afrique, les pays africains ont une mémoire longue et qu'ils se souviennent que dans ces moments cruciaux de leur lutte pour l'indépendance, la Russie était derrière eux. En cette période de seconde décolonisation, décolonisation des identités, décolonisation des mentalités, décolonisation encore plus des relations commerciales, qui ne peuvent plus être dominées par les anciennes puissances coloniales, la France qui a tardé à tourner la page en fait aujourd'hui les frais, évidemment la Russie reprend à une place qu'elle occupait déjà au cours des précédentes décennies. Et à cet égard, considérer la présence de la Russie comme une agression contre l'Occident, c'est probablement une vision à très court terme. Probablement est-ce que dans l'avenir, de la même manière que la France aurait intérêt à travailler avec l'Inde et avec la Chine, parce que l'Inde ne tiendra pas seule, la Chine ne tiendra pas seule et la France encore moins ne tiendra pas seule les relations commerciales avec ces pays, probablement est-ce que la France doit apprendre à travailler avec tous les nouveaux entrants. Il s'appelle la Turquie, il s'appelle aussi l'Iran, il s'appelle aussi d'autres puissances qui étaient relativement peu connues en Afrique. Il s'appelle évidemment l'ancien facteur de décolonisation qu'était la Russie. Eh bien, probablement qu'il faut considérer que les nations africaines s'ouvrent, elles sont prêtes à faire des deals, elles sont prêtes à travailler avec tous ceux qui leur offrent de bonnes solutions. Et probablement est-ce que la France doit en prendre conscience. Vous plaidez pour, au nom de la France, une stratégie du faible au fort dans la région, si je comprends bien. Bien entendu, la France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante. La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui est d'importance majeure pour la stature française. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer qu'il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir, notamment à travers la constitution de cette entité régionale, le monde de l'océan Indien. La France a-t-elle quand même des avantages dans la zone ? La France est présente. La France est le seul pays européen présent sur tous les continents et sur tous les océans du globe. La France, à travers la Réunion, à travers Mayotte, à travers quelques îles, mais aussi à travers sa présence historique à Madagascar, la France est très présente dans l'océan Indien. La France a des relations privilégiées avec l'Inde. La France a aussi des relations privilégiées historiques avec Madagascar. Et laissez-moi vous rappeler que si Mac-Mahon est le nom de la bière nationale au Mozambique, c'est tout simplement parce que la décision de fixer la capitale mozambicaine à Maputo, au sud, a été l'effet du maréchal de Mac-Mahon, qui souhaitait contrôler l'Afrique du Sud, alors aux mains des Anglais. Et donc la présence française tout au long de l'océan Indien a été majeure. La présence française, aujourd'hui, devrait investir dans cette région pour aider à son avènement géopolitique et bien considérer que le monde de l'océan Indien est l'un des mondes qui vont compter et peut-être déterminer la nouvelle face de la planète Terre dans les décennies à venir. Une zone qui déterminera la nouvelle face de la planète Terre, eh bien ce sera le mot de la fin. Et Hervé Juvin, merci d'avoir répondu encore présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager. Merci et bonne soirée.